Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je discute avec Aude Le Divena, qui est médecin gériatre et avec qui je vais parler de soins palliatifs, puisque tu as participé à l'instance de réflexion stratégique sur la fin de vie. On va parler du plan décennal sur les soins palliatifs et puis je pense d'une manière très générale des soins palliatifs, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et puis surtout qu'est-ce qu'on peut attendre et faire évoluer. Mais avant, je te propose de te présenter. Bonjour à tous. Je suis Aude Le Divena, je suis médecin gériatre avec une expérience en soins palliatifs, en accompagnement et soins palliatifs. J'ai travaillé à la fois en milieu hospitalier, établissement public, mais également en établissement privé. J'ai une expérience également de remplacement de médecine générale au domicile et une expérience en hospitalisation à domicile. Euh, j'ai pu avoir l'occasion également de suivre des patients à domicile, également avec notre équipe mobile d'accompagnement de soins palliatifs intra et extra-hospitalière, notamment à Lorient. J'ai un parcours assez géographiquement assez diversifié parce que j'ai à la fois travaillé en milieu rural dans le Poitou. J'ai également une expérience à Bourg-en-Bresse pour des remplacements de médecine générale, puis à Paris, à la fois en établissement public et en établissement privé. Et ensuite, je suis arrivée à Lorient assez récemment pour la fin de ma carrière et j'étais médecin en équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs, intra, extra et interhospitalière. J'ai également une expérience en médico-social puisque mon dernier poste, c'était une mission dans un EHPAD à Quimper. Ce que tu faisais en EHPAD? En EHPAD, j'étais médecin clinicien et également investie sur des actions de formation auprès des équipes pluriprofessionnelles dans une dynamique de démarche participative euh, avec le souci de participer et d'animer des espaces d'échange, en particulier des staffs pluriprofessionnels autour de situations complexes et également sur des thématiques d'accompagnement en fin de vie. Euh, alors, c'est pas tout à fait le sujet, mais peut-être quand même, mais j'ai envie de rebondir là-dessus parce que les staffs, les espaces d'échange, c'est la méthode qui est proposée à travers la démarche participative de la SOACAVI dont on fait partie tous les deux. Donc, c'est aussi comme ça que l'échange est possible aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un retour d'expérience? Parce que c'est super intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'EHPAD qui ont le médecin praticien sur place, même si ça commence un petit peu avec les dotations globales et le fait qu'il n'y ait plus assez de médecins traitants en ville qui soient OK pour venir en EHPAD. Mais le fait d'avoir un médecin qui est là et qui va, j'imagine, exercer un rôle un peu complémentaire du médecin coordonnateur, mais ces espaces d'échange et ces staffs, ces temps d'échange avec l'équipe, qu'est-ce que tu en as retenu et qu'est-ce que ça a pu apporter? Ces temps d'échange avec les équipes étaient indispensables. Le plus ils étaient fréquents, le mieux c'était. Alors ça pouvait être avec le médecin, mais c'était aussi de nombreux espaces d'échange avec les cadres de santé qui étaient très présentes sur le terrain pour aussi animer des sujets avec leurs équipes. Pour moi, ce que j'en ai retenu, c'est surtout un temps qui est dédié et qui est ritualisé et qui permet à l'équipe d'être investie autour d'une prise en charge de patients ou éventuellement d'accompagnement de famille qui les mettent en difficulté et qui nécessite donc de pouvoir en discuter. La grande valeur ajoutée de ces espaces d'échange, c'est de pouvoir avoir autour de la table un grand nombre de soignants qui viennent très volontiers
et qui sont force de proposition, et raison pour laquelle, à l'issue de ces staffs, j'ai assez rapidement proposé d'animer aussi des ateliers d'échange, des ateliers thématiques dont les sujets étaient finalement proposés par les aides-soignants, les infirmières. Donc en fait, Est-ce qu'il y avait un sujet, oui, pardon, est-ce qu'il y avait un sujet qui revenait souvent? oui. En fait, déjà, le premier sujet qui a été très vite abordé, c'est la question de la fin de vie. La fin de vie, c'est quoi? Et comment on fait pour la fin de vie? Et c'est à partir de quand? Alors ça, c'était déjà le premier sujet. Il faut dire que c'était contemporain de la Convention citoyenne qui se déroulait et toutes les actualités quand même autour de questions de fin de vie, d'actifs à mourir, qui quand même sur les médias étaient au premier plan. Mais également les soignants au fil de l'eau, et c'est aussi à l'écoute d'eux et de prise en charge au chevet du malade qu'en discutant d'autres sujets, d'autres suggestions arrivaient de la part des soignants. La deuxième thématique, c'était autour de la question de comment accompagner, comment communiquer avec une famille dont le proche est en fin de vie. Surtout qu'en EHPAD, les soignants, en particulier le week-end, ils sont seuls. La famille arrive, le patient va pas bien, et finalement, une famille en colère, qui doit la gérer? C'est l'aide-soignante, par exemple. Voilà. Carrément, Donc parce ça, que c'était… même le médecin traitant, en fait, il n'est pas là. Et difficilement accessible, même par téléphone, parce qu'il fait ses consultes. Le médecin cause souvent des temps partiels. Donc, c'est vrai que même juste le fait de pouvoir se tourner vers un médecin qui va pouvoir apporter des réponses médicales, rassurer la famille, et puis surtout donner les réponses, en fait. Les équipes, elles sont vite coincées par rapport à ça. Voilà. Alors, il faut savoir que mon expérience est dans un EHPAD hospitalier. Donc, c'est vrai que c'est enfin, encore qu'au jour d'aujourd'hui, cet EHPAD est, j'ai compris, en très grande difficulté, notamment d'effectifs médicaux. Mais il faut dire qu'il y a des médecins salariés sur cet EHPAD, qui a D'accord. aussi une Ils peuvent unité quand de même soins être de longue durée à présents. côté. Voilà. Ok. Voilà. Ok, Donc ok. ça, en termes d'organisation, c'est un peu différent. Et puis, je reviens sur les thématiques, les ateliers d'équipe. Les soignants ont demandé aussi à ce que l'on puisse parler de ces sujets quotidiens qui concernent les soins palliatifs. C'est autour de la question de l'hydratation. Quand arrêter la nutrition, quand arrêter l'alimentation, quand arrêter l'hydratation. Voilà, ça, c'est vraiment des sujets majeurs que l'on a pu aborder, même si il faut se dire que ces ateliers d'équipe, c'est vraiment assez innovant et extrêmement efficace parce que les soignants sont enthousiastes pour venir, qu'on les a organisés à un temps où les deux équipes étaient là et que c'était vraiment organisé avec les cadres de santé qui étaient très partie prenante, qui venaient assister aussi aux ateliers d'équipe. Et on pouvait, même si ça paraît du saupoudrage, on pouvait l'animer en 1 heure, et sur certains sujets, on avait 1 heure et demie. Mais le fait que ce soit ritualisé et sur les propositions des soignants, ben, c'était assez formidable. Et les méthodes pédagogiques étaient chaque fois un peu différentes. Ritualiser tous les combien, la On réunion? essayait de le faire toutes les semaines. D'accord. Ok. Mm. Ouais, donc fréquence assez régulière. Ok. Mm. Super. Et puis bah, du coup, par rapport à à ton retour d'expérience, on fait quand même le lien avec les soins palliatifs, en tout cas la fin de vie, parce que c'est un sujet qui revient souvent et c'est un sujet difficile. Peut-être la première question, parce que en discutant tout à l'heure pour préparer en 2 minutes, mais tu es reparti d'une définition et c'est vrai que c'est peut-être super important de remettre en perspective les choses et de poser le contexte. En fait, c'est quoi les soins palliatifs? Oui. Alors, les soins palliatifs, vous savez qu'il y a plusieurs définitions, en particulier de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, et je pense que c'est vraiment celle sur laquelle nous nous appuyons au quotidien, mais il y a aussi la définition de l'OMS, celle de la Haute Autorité de Santé. En fait, les définitions, elles se rejoignent malgré tout, heureusement. Donc, en fait, la définition, je vais être très synthétique, hein, mais la définition des soins palliatifs, ce sont des soins actifs euh, pour des personnes atteintes de maladies qui ne vont pas guérir et pour lesquelles on va assurer une qualité de soins pour soulager les symptômes physiques, psychiques, la dimension existentielle, hein, donc sur le plan psychologique, sur le plan social, familial. En gros, c'est une prise en charge médico-psychosociale
avec l'approche, donc, comme je disais, spirituelle, religieuse, et surtout dans une écoute des besoins de la personne et des proches, mais en se référant d'abord et avant tout de ce qu'exprime la personne, si elle le peut. Et si elle n'est pas en état d'exprimer sa volonté, ce sera à l'écoute de la personne de confiance. En fait, les soins palliatifs peuvent aussi augmenter l'espérance de vie, mais l'idée principale, c'est d'abord et avant tout de agir sur la qualité de vie, donc être dans une démarche de soins continus et d'accompagnement. Les soins palliatifs, en fait, c'est pas du on-off du jour au lendemain, hop, la personne entre en soins palliatifs. C'est une démarche qui peut arriver très progressivement et qui intervient très tôt dans la prise en charge, hein. Il y a de nombreuses équipes qui, dès l'annonce d'un diagnostic d'une maladie grave, peut avoir en tête l'idée que peut-être à un moment donné, on sera sur l'alternative vers des soins palliatifs. Donc, il faut être très, très vigilant sur la précocité d'une prise en charge palliative, ce qui ne veut pas dire l'idée de la mort dans les 15 jours. Ouais, c'est vraiment cette dimension globale, c'est intéressant parce que c'est vraiment le principe aussi du médico-social. En fait, il y a la notion des Oui. soins, de l'accompagnement, mais rechercher les attentes, le besoin, comprendre, impliquer la famille, Oui. c'est les Et puis, il y a la thématiques notion habituelles. de chronicité, de durée. Donc, c'est un long parcours, c'est compliqué, il y a du mieux, il y a du moins bien, c'est de l'incertitude, c'est la clinique de l'incertitude aussi. Et c'est ce qui en fait tout l'intérêt, mais aussi toute la difficulté avec des risques d'épuisement pour le patient, bien sûr, mais aussi pour les proches et puis pour les équipes. Et bien sûr, à domicile comme en établissement de santé, avec une perspective que l'avenir, c'est la prise en charge, l'accompagnement à domicile. Il faudra privilégier au maximum cette approche-là. Et, toi, comment, je reviens un petit peu sur la partie plutôt présentation, mais qu'est-ce qui t'a amené personnellement, mais plutôt professionnellement, à aller vers ce sujet-là, à te spécialiser là-dessus et puis à aborder ce sujet? Ouais. Surtout par le fait qu'il y avait de très, très gros besoins. Et dans mon expérience, je parlerai essentiellement de la gériatrie, où je travaillais dans un service alors qui était plus orienté sur la prise en charge des maladies neurodégénératives, hein, en particulier les maladies d'Alzheimer, mais aussi d'autres pathologies neurologiques, un peu de cancérologie, mais c'est vrai que mon expérience est plus ciblée sur les maladies neurodégénératives. Et à l'époque, lorsqu'il y avait une polypathologie, donc éventuellement un cancer associé avec des symptômes aigus, notamment la prise en charge de la douleur, la prise en charge de l'essoufflement, de tous ces symptômes, un ressenti d'être assez seul comme médecin référent face à des situations complexes pour prendre des décisions. Et en fait, j'avais vraiment l'impression, alors j'étais un jeune médecin cependant, mais j'avais l'impression d'être quand même régulièrement face à des décisions très difficiles à prendre et un vrai besoin de pouvoir travailler dans une équipe avec notamment plusieurs compétences médicales parce que la question de la responsabilité médicale est quand même au premier plan et ne pas prendre une décision lourde de conséquences seul en tant que médecin. Et la gériatrie à l'époque, ça c'était dans les années entre 95 et 2000, c'est vrai que ça restait quand même une spécialité, un peu le parent pauvre, et j'avais vraiment le souhait, probablement j'étais un peu révoltée par des situations où je pensais qu'on pouvait soulager mieux, et j'avais souhaité m'engager un peu plus fortement dans cette dynamique d'accompagnement et de soins palliatifs. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir un collègue gériatre qui avait déjà fait du soin palliatif et qui m'avait bien à la fois sensibilisée et coachée, mais c'est vrai que voilà, cette démarche ne peut pas reposer juste sur deux médecins qui s'intéressent aux soins palliatifs. Oui, à l'échelle d'un service ou d'un établissement, il faut qu'il y ait une dynamique. Et puis, je pense que ça passe aussi par ce que tu disais, les temps d'échange, l'explication aux équipes, pourquoi, comment. Ouais. Et puis à l'époque aussi, à l'échelle de la formation, puisque finalement, euh, quand
On est gériatre et alors c'est vrai que j'avais fait la capacité de gériatrie et finalement dans la formation qui était pourtant sur 2 ans, le volet soins palliatifs n'était pas forcément réellement abordé et j'avais un ressenti d'une dualité entre la gériatrie, c'est de la médecine interne pour les personnes âgées, les soins palliatifs, c'est un autre sujet. Et voilà, et ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas vraiment à comprendre parce que pour moi, ça fait un tout. Et que je pense que les gériatres qui ont commencé à s'intéresser aux soins palliatifs, je pense, ont, ont aidé à ce que aussi cette démarche se développe dans les services de gériatrie. Oui, parce qu'on dit souvent la gériatrie, c'est pas une spécialité centrée sur un organe, c'est vraiment l'approche globale, multidimensionnelle de la personne. Tout à fait. Donc, bah oui, les soins palliatifs, la fin de vie, ça Oui, et participe puis aussi à ça, quoi. ce que j'identifiais, c'est que c'était guérir à tout prix, c'est-à-dire que il fallait absolument voilà, soigner, à la fois, bien sûr soulager, mais l'idée, c'est que voilà, on se bat pour l'espérance de vie et quelquefois au Oui, détriment de la qualité de vie. Et c'est ça aussi qui était un peu compliqué avec des enjeux un peu peut-être de conflit de valeurs. Je sais pas. d'accord. Euh, alors, toi, tu as participé à l'instance de réflexion stratégique sur la fin de vie pour établir un plan décennal pour améliorer les choses, faire évoluer, peut-être aussi correspondre un peu plus aux besoins et aux attentes des évolutions de ce qui se passe sur le terrain, en tout cas dans les services. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette instance, comment ça fonctionne, quels objectifs étaient posés, qu'est-ce qu'il fallait atteindre et aujourd'hui où on va sur la dimension soins palliatifs? C'est plein de questions en même temps. Ouais, alors cette instance de réflexion, alors, elle est clôturée hein, puisque le rapport a été remis le début décembre 2023. Alors en fait, elle a été créée hein, dans la continuité aussi à la fois de tous les travaux du comité d'éthique hein, au niveau national. CCNEH et puis également la Convention citoyenne. Alors, cette instance de réflexion, elle a été présidée par le professeur Franck Chauvin, qui est un ancien oncologue et qui est professeur des universités en santé publique, qui est à Saint-Étienne, et qui en fait a coopté à la fois infirmiers, médecins, sociologues, psychologues. Donc en fait, on était une instance de au moins une vingtaine de personnes, avec également des représentants d'autres d'autres pays, notamment faisant appel à des professionnels de santé publique au niveau de la Suisse. Et également, il y avait l'Italie, le Canada. Voilà. Donc en fait, il y avait à la fois l'idée de travailler en groupe autour de la thématique des soins d'accompagnement et des soins palliatifs et du plan décennal, mais également il y avait eu toute une démarche d'audition euh, d'experts en soins palliatifs, en douleur, que ce soit sur des spécialités médicales comme l'oncologie, mais aussi la gériatrie, mais aussi la pédiatrie, avec pour souci de surtout essayer d'explorer l'ensemble des besoins de la population en France. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir, comment dire, définir une spécificité française, parce qu'en fait, les soins d'accompagnement, les soins palliatifs en France ne sont pas les mêmes qu'en Angleterre, aux États-Unis. Donc, l'idée, c'est de vraiment montrer que la France a un parcours sur les soins palliatifs et que les valeurs qui sont euh, défendues en France doivent être bien respectées, en fait. Et simplement, je pense à tout notre groupe, il y avait bien sûr aussi des représentants des usagers, des familles, des bénévoles. Et je vais certainement encore oublier des personnes, bien sûr des instances du ministère de la Santé, hein, des directions d'hospitalisation,
Et surtout, euh, je dirais que le rapport a été travaillé dans tous les détails et sous la responsabilité de l'IGAS, personne référente de l'IGAS. Voilà, et donc cette instance se déroulait à la fois avec des réunions en présentiel au ministère de la Santé et puis on pouvait aussi également avoir des réunions en distanciel. Voilà. Et puis les réunions présentielles étaient en mode hybride, donc les personnes pouvaient également assister et participer aux réflexions en distanciel. Et donc la logistique était extrêmement bien faite. Donc Quel constat a pu être dressé sur ce qui marche ou ce qui doit évoluer? le constat est que les besoins en accompagnement et en soins palliatifs sont majeurs en France, malgré de nombreux plans nationaux de développement des soins palliatifs. Depuis la loi qui donne le droit d'accès aux soins palliatifs à toute personne dont l'état de santé le requiert, la loi du 9 juin 1999, il y a eu de nombreux plans triennal, quadriennal, qui ont eu leur efficacité, mais qui n'ont pas été suffisants pour décliner sur le terrain, que ce soit en établissement de santé ou à domicile, l'accompagnement et les soins palliatifs. En particulier, une vingtaine de départements n'a pas d'unité de soins palliatifs, sachant qu'une unité de soins palliatifs, c'est vraiment le lieu à la fois pour la prise en charge euh, de soins palliatifs complexes, donc de grande qualité, mais aussi le lieu d'enseignement. Hein, c'est le meilleur endroit pour être formé aux soins palliatifs et à l'accompagnement, et puis également pour tous les travaux de recherche. Donc, c'est le pilier pour avancer sur une déclinaison sur le terrain, que ce soit à domicile ou en établissement de santé, pour des équipes, que ce soit des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, des psychologues, des kinés, des ergots, enfin, pour être formés à la démarche palliative. Ok. On sait Voilà. pourquoi. J'imagine qu'il y a un manque de médecins. C'est sûrement ça le problème. Quand il y a un service qui ferme, souvent c'est enfin, pas forcément Ouais. que politique ou économique, mais c'est surtout parce il manque la ressource principale, il manque les médecins. Ouais. Alors, les soins palliatifs en établissement de santé commencent à avancer peut-être un peu plus, mais il faut reconnaître que les soins palliatifs se vendent très mal, se vendaient très mal. J'utilise volontairement ce mot-là. Quand j'ai été chef de projet sur les soins palliatifs de 2002 à 2016, nous avons donc à la fois publié la circulaire d'organisation des soins palliatifs avec l'idée de développer les lignes identifiées de soins palliatifs pour décliner une démarche palliative, un accompagnement dans les services là où les malades de soins palliatifs étaient, là où il y avait un fort besoin de soins palliatifs. Également poursuivre le développement les créations des unités de soins palliatifs et aussi multiplier les équipes mobiles de soins palliatifs, les renforcer et aussi développer les soins palliatifs à domicile. Et également, on parlait du médico-social. Et la difficulté majeure, c'est qu'on avait donc édité un guide de bonne pratique de la démarche palliative en établissement de santé avec la nécessité d'instaurer, d'écrire dans tous les projets d'établissement, projets de services et projets de soins infirmiers un axe majeur sur le développement des soins palliatifs. Or, ça n'a jamais été fait et surtout, les CHU, par exemple, mal affiché l'existence d'une unité de soins palliatifs dans leur CHU. Dans le hall d'entrée, on verra toujours toutes les spécialités bien visibles, mais les soins palliatifs, on les cachait. Et c'était pas vendeur de dire que dans un CHU, en face du soin palliatif, et donc en général, les soins palliatifs, on les développe dans une autre structure un peu plus loin, voire encore plus loin, et limite, on les cachait un peu. Donc voilà, moi, j'ai pas clairement, c'était pas Non, mais reconnu comme j'imagine, hein. soin. Et tu vois, Et je fais le lien avec les l'EHPAD, dire ah bah nous, venez, c'est super, on est ultra bon sur les soins palliatifs.
tu te dis, ouais, bon, est-ce que enfin, ça peut freiner un peu et alors que c'est indispensable. Donc ouais, et puis même je pense aussi pour les équipes, tu vois, ça a une connotation de charge mentale et voilà, Alors, c'est vrai que c'est un... émotionnelle forte, quoi. Et tu te dis, Tout à bon, est-ce fait, que tout c'est à là où fait. j'ai envie d'aller? Ouais, alors c'est là où en fait, je pense qu'il y a un enjeu de santé publique majeur, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir si on développe les soins palliatifs parce qu'il y a des vrais besoins de la population ou finalement, ben, on continue à masquer un peu parce que finalement, ben, les soins palliatifs, c'est pas vendeur. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut absolument, et d'ailleurs c'est l'objet de l'instance de réflexion, c'est de montrer combien c'est une médecine palliative, mais c'est une médecine avant tout, et elle répond aux besoins spécifiques de la population. Et la population vieillissant, euh, les besoins en soins palliatifs, surtout lorsqu'ils sont précoces, vont être de plus en plus je dirais, utile. Et donc, l'idée, c'est de changer le regard sur les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est quoi? C'est de la médecine. C'est de la médecine. Il faut pas aller dans les soins si on veut pas s'occuper de personnes âgées, si on veut pas s'occuper de personnes qui ont des maladies chroniques et qui ne vont pas guérir. C'est de la médecine avant tout. Donc, il faut arrêter de créer il y a un clivage entre la médecine curative et la médecine palliative. Et c'est ça l'enjeu. On a eu une médecine extrêmement technique qui a fait des prouesses remarquables, mais pour autant, on a creusé l'écart entre les personnes qui guérissent et puis les personnes qui malheureusement ne guérissent pas et pour lesquelles il y avait un vide de prise en charge et un abandon même. Hein. Donc, je pense que les soins palliatifs vont pouvoir se développer si aussi on change le regard et si on valorise cette spécialité à part entière, raison pour laquelle nous souhaitons que les soins palliatifs soient une spécialité reconnue avec une chaire de soins palliatifs et qu'elle existe au même titre que la cardiologie, que l'infectiologie, que la pédiatrie. Euh, en sachant que c'est aussi une activité très transversale, mais pour autant, pour qu'elle soit reconnue, je pense aussi qu'il faut qu'elle soit à part entière une spécialité. Donc ça, c'est une des propositions de cette instance du comité stratégique. Mais l'idée, Donc c'est pour les aussi qu'il y ait de créer une unité de soins palliatifs par département, ouais, renforcer les équipes mobiles de soins palliatifs, et ne pas faire en sorte que l'équipe mobile de sympathie soit une équipe fragile qui aussi est construite, déconstruite, reconstruite, déconstruite et qui n'existe pas à part entière en tant que vraie une équipe compétente et qui soit adossée à un service pour qu'elle existe totalement et qu'elle ait un vrai pouvoir au niveau de l'établissement. Parce que c'est un peu considéré comme la cerise sur le gâteau, hein, l'équipe mobile, dans un certain nombre de services. Voilà. Oh, bah, les ouais, soins c'est clair. basiques sont passés, sauf qu'il ne s'est rien passé après et que ça a été juste un peu de bricolage. Non, mais c'est clair, les équipes mobiles régulièrement, alors pas forcément près d'une grande ville ou d'un CHR du coup, mais souvent on a le sentiment que l'équipe mobile, en fait, elle n'est pas mobile, elle est mobile dans l'hôpital, elle peut aller d'un service à l'autre. Par contre, quand on est l'EHPAD du coin et qu'on appelle, bah, c'est bah non, on sort pas, vient pas. Oui, et On se dit, puis, bah, sauf que, et la grande difficulté, tu as raison, Arnaud, mais la grande difficulté, c'est surtout que l'équipe mobile, il y a, en termes d'effectifs, il n'y a pas forcément une équipe suffisamment étayée avec la possibilité d'assurer une réponse dans les 48 heures quand vous avez un temps plein et demi de médecins, plus deux c'est infirmières, sûr. un 0,6 de psychologue et tout ça pour un établissement qui a 600 voire plus 1000 lits. Et donc l'équipe mobile, elle ne peut pas faire face à tout ça Mm. surtout organiser des staffs d'équipe, des formations. Elle a un rôle de soutien, de formation, d'accompagnement. Elle prescrit rarement. Hein. Elle a un rôle de conseil d'abord et avant tout, et puis de réflexion éthique, mais aussi elle est là pour les patients, pour les proches et pour les soignants.
Mais cette équipe mobile, il faut qu'elle soit considérée comme un vrai service ou alors adossée à un vrai service et qu'elle soit étayée pour que tout au long de l'année, il y ait une réponse aux besoins, quelle que soit je dirais, la file active. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit une vraie équipe solide en termes d'effectifs et de compétences, avec en effet, comme tu le dis, la possibilité d'intervenir à domicile et collaborer aussi avec l'HAD quand les besoins d'un HAD apparaissent. Non, c'est clair. Donc oui, il y a une question de moyens humains, C'est souvent, matériels. les équipes mobiles, c'est souvent mission impossible. Et je crois qu'il y a vraiment une réflexion de fond sur quelle est la place d'une équipe mobile dans un établissement de santé et pourquoi elle n'est pas plus solidement adossée. Voilà. Est-ce que ça, là-dessus, alors oui, il y a une question de moyens, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient aider peut-être par rapport peut-être à la culture soins palliatifs, peut-être mettre plus en avant? C'est ce que tu Alors, disais. c'est vrai Ça va. qu'il faut reconnaître que les soins palliatifs, c'est une approche euh, pluriprofessionnelle qui questionne beaucoup les valeurs, qui implique une démarche éthique et qui est difficile. C'est difficile. Après, je ne suis pas en train de dire que les autres spécialités sont faciles, mais je dirais que on est dans une dimension qui demande aux professionnels d'avoir, j'ai envie de dire, à la fois de compétences, mais de qualité humaine. Et c'est vrai que les soins palliatifs, ça épuise, ça use. Donc, raison pour laquelle il faut des conditions d'exercice qui soient favorables avec des sas de décompression, avec des temps où des membres de l'équipe sont off clinique, où il puisse y avoir un vrai équilibre dans la semaine professionnelle, où la personne va être extrêmement efficace et en première ligne certains jours, et d'autres sera en seconde ligne pour récupérer, pour se ressourcer, voilà. Après, peut-être c'est aussi comme ça qu'il faut travailler dans d'autres services. Mais je pense que les soins palliatifs, c'est aussi, euh, même si on veille à la qualité de conditions de travail, parce que nos valeurs humaines font qu'on veille sur les uns sur les autres aussi. Mais la confrontation à la souffrance, la confrontation aux symptômes aigus, la confrontation à des tensions avec les proches, avec la question de la finitude, fait que c'est un métier qui est difficile. Et s'il n'y a pas une infrastructure et un environnement qui permettent de se ressourcer sur le lieu du travail, les gens n'y vont pas. Ils ne vont pas aller travailler. Ils ont peut-être raison pour se protéger, mais c'est aussi que il y a quand même, je dirais, des prérequis pour qu'une équipe tienne sur la durée, qui fait que on ne peut pas juste saupoudrer quelques ETP pour constituer une équipe mobile de soins palliatifs. Oui, c'est une vision long terme. Et puis, c'est aussi le cas, là, du coup, de ce comité de réflexion. Euh, donc, quel Mais serait... Arnaud, c'est Ouais. aussi que ça nécessite à l'échelle de l'établissement de santé un vrai engagement sur l'axe d'accompagnement et de soins palliatifs, considéré au même titre que d'autres axes de prise en charge. Alors, qu'est-ce que tu pourrais peut-être conseiller? Parce que tu as vu un petit peu, parce que établissement de santé, si on considère l'hôpital, on va se dire l'accompagnement, le soin, le médical, c'est vraiment son job. L'EHPAD, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que on répète que c'est le domicile, que c'est le lieu de vie et tout ça. Là, c'est quand même, ça a une dimension quand même très médicale. Que peut faire un EHPAD, qu'il soit hospitalier ou pas, pour améliorer en fait, ses habitudes, sa culture envers les soins palliatifs pour être peut-être plus ouvert, que les équipes soient peut-être aussi plus à l'aise au fait de faire intervenir l'HAD, même si c'est habituel, ou une équipe mobile, même si beaucoup le font, mais pour être plus à l'aise avec ce travail en équipe et puis avec la perception et le fait bah oui, d'accompagner vraiment la fin de vie. Alors en EHPAD, je dirais que les soins palliatifs, c'est pas que médical, hein. Pour moi, la démarche Non, tu palliative, l'as dit au début. c'est du soin, c'est le soin, hein. C'est le soin et c'est la continuité voilà,
dans la prise en charge de la personne malade qui ne va pas guérir. Pour répondre à ta question, Arnaud, en fait, moi, je pense qu'il faut repartir d'éléments très essentiels et simples. C'est de remettre au cœur de la prise en charge les soignants que sont les aides-soignants, qui sont au chevet des malades et auprès des familles, et les infirmières, mais aussi les autres professionnels. Mais je fais exprès de commencer par les aides-soignants et les infirmières, et les remettre au centre de la prise en charge dès le questionnement d'un dossier d'une personne qui pourrait arriver en EHPAD. C'est-à-dire que les soignants que j'ai cités sont les experts des résidents, des futurs résidents ou des résidents actuels. Et ce sont eux qui ont le meilleur regard pour analyser les besoins de la personne qui pourrait arriver en EHPAD. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait pouvoir impliquer ces soignants dès le moment où on accepte ou pas un dossier d'une personne qui va arriver en EHPAD pour que le projet de soins et de vie, dès le départ, soit travaillé avec les soignants. Et ça remettrait, je pense, au centre de la réflexion et de l'implication les soignants qui se sentent abandonnés, qui se sentent seuls, qui ont l'impression qu'ils font du mauvais travail parce qu'ils ne sont pas reconnus. Et je pense qu'il faut arrêter de considérer qu'un dossier, c'est la carte de santé, le directeur et le médecin co qui va accepter ou pas le dossier. Bien sûr qu'eux sont très importants, mais arrêtons de mettre de côté les soignants par rapport à une nouvelle prise en charge. Et je fais exprès de parler du nouveau dossier parce que c'est là que tout commence. Et la qualité de l'accueil d'un résident en EHPAD ou même dans un service est tellement essentielle pour, dès le début, identifier les besoins en termes de symptômes physiques, psychiques, existentiels, spirituels, religieux, toutes ces dimensions-là. C'est dès le début qu'il faut découvrir et aller au-devant de la connaissance de la personne aussi dans son environnement familial et social, voilà, existentiel. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai souvent pensé aussi que c'était bien de demander aux équipes leur avis aussi, en tout cas pas faire les choses complètement dans leur dos, parce que derrière, c'est eux qui s'en occupent. Donc, c'est souvent Complètement. Et eux-mêmes ça les les mieux placés motive. pour dire, Ça les ouais, motive ça pour motive. continuer. Et c'est eux qui savent très bien. Moi, je suis, enfin, j'ai toujours, franchement, je suis admirative de ces personnes qui ont tellement de connaissances et d'expérience que, en fait, ils ont tout compris et ils arriveront à identifier. Alors, bien sûr que ça sera complémentaire de ce que dira le médecin, bien sûr, et aussi le cadre de santé et le directeur. Et je suis pas en train de dire, voilà, mais il faut les remettre au cœur des décisions dès le début pour une implication, pour une efficacité. Et donc, dès lors que dès le début, on identifie plus ou moins cette question de l'accompagnement et autour de la famille, parce qu'on leur demande finalement, on demande aux familles, ben, est-ce qu'il y a une personne de confiance? Est-ce qu'il y a des directives anticipées? Et ben ça, c'est le cœur de la prise en charge ultérieure aussi qui se questionne. Ouais, puis, oui, oui, bien sûr. Je pense à cette question, tu vois, parce que souvent, la gestion des soins palliatifs, tu vois, on va travailler un projet d'établissement ou un projet de service dans le médico-social, on va dire, OK, les soins palliatifs, bon, bah, c'est important, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va former un petit peu les AS, une journée ou deux. Si on y arrive et qu'on a assez d'infirmières et qu'on trouve les sous, et ben, peut-être un DU soins palliatifs. Et puis, en fait, c'est tout. C'est juste axé sur un peu la facilité de la formation. Et Alors, cela derrière, dit, la formation est essentielle, hein. C'est vrai que pouvoir au moins former une infirmière, l'idéal, ce serait d'envoyer un binôme, hein, infirmière et soignant, et plus un médecin, donc ça fait un trinôme, hein, quelque part. Mais et c'est le là, début. oui, Et oui, oui, après, tout à fait. qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que là, ce que tu dis aussi, le plus important, c'est il faut être sensibilisé, formé, ça c'est indispensable, mais après, c'est aussi comment on en parle, Eh comme à ben, chaque fois, la question ça ne du... marchera que s'il y a un dialogue avec l'institution, un dialogue avec les managers, hein. C'est-à-dire que c'est vrai, tu as raison, ça suffit pas de cocher, ah ben, telle personne dans les 2 ans aura son DU, et bah oui, ils font du soin palliatif dans le service puisqu'ils sont formés, etc.
Sauf que ça Mm. nécessite un engagement sur le long terme pour pérenniser la démarche, mais il faut aussi que l'institution donne les moyens aux personnes formées à développer la démarche, parce que le diplôme, il va aider hein, à essayer de développer, insuffler la dynamique de l'accompagnement et des soins palliatifs. Mais si derrière le cadre de santé ne suit pas, si derrière le directeur n'est pas du tout dans la reconnaissance de ça et ne va pas se questionner sur où est-ce qu'ils en sont, comment on peut aider, etc., ça ne marchera pas. Et puis, il faut aussi que ce soit un EHPAD qui sache aller chercher la ressource extérieure quand c'est nécessaire. Et il faut en effet, comme tu le disais, que l'équipe mobile soit disponible. Il faut en effet que l'HAD, si elle peut intervenir, soit là. Et puis, il y a certaines, aussi des équipes de bénévoles. Il faut aussi pouvoir faire appel à des bénévoles d'accompagnement. Moi, je sais que l'EHPAD où on était, j'étais toujours étonnée de me dire, mais pourquoi il n'y a pas des représentants de JALMAL ou de l'ASP, les associations de bénévoles d'accompagnement de soins palliatifs extrêmement compétentes, qui peuvent venir en appui auprès des résidents, des familles et puis des équipes. Voilà. Oui, pour l'aspect vie sociale aussi et tout ce qui est autour du soin, justement. Tout à fait, tout à fait. Ok. Alors, pour conclure, j'ai deux questions. Alors une plus facile, mais je ne sais pas si c'est facile, mais c'est par rapport par rapport à toi, ton point de vue, est-ce que tu es optimiste par rapport à l'évolution des choses? Parce que moi, mon inquiétude, c'est que, tu vois, même si on forme du monde et tout ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le manque de soignants, les tensions RH font que alors souvent, les équipes trouvent le temps. Sur l'accompagnement des soins palliatifs, ça va être une priorité, ils vont bien le gérer, mais le problème, c'est que c'est au dépend d'autres choses, à la fois de leur santé et puis d'autres choses. Euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que quel recul tu as et est-ce que tu penses que ça Ben, avance vraiment? moi, je dirais que le recul, depuis, je repars, je dirais, des années 2000, puisque c'est la loi a été, donc votée à l'unanimité en 99 sur le droit d'accès aux soins palliatifs pour tous, en sachant que déjà avant 99, il y avait des très belles initiatives et des lieux où les soins palliatifs étaient extrêmement actifs avec des unités de soins palliatifs, unités de soins palliatifs et des équipes mobiles déjà qui existaient avec des pionniers des soins palliatifs qui ont fait un travail formidable. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que ça bouge. Moi, je suis optimiste dans l'idée qu'il y a une vraie prise de conscience et que les engagements sont quand même bien là. L'idée du plan décennale, c'est pas par hasard. L'idée, c'est de pérenniser une dynamique autour de l'accompagnement, des soins d'accompagnement et des soins palliatifs. Euh, mais il va falloir vraiment continuer d'occuper le terrain et qu'il y ait effectivement une déclinaison d'un nouveau programme de développement des soins palliatifs avec des instances j'ai envie de gouvernance sur les soins palliatifs, un peu comme il y a l'INCA pour la cancérologie. Il va falloir ancrer une gouvernance sur les soins palliatifs pour que cette dynamique soit activement poursuivie avec des engagements, notamment pour le domicile, parce que c'est l'avenir, mais également poursuivre notamment le développement des unités de soins palliatifs, des équipes mobiles et une formation initiale vraiment forte hein, dans toutes je dirais, les écoles, que ce soit les facs de médecine, les instituts de formation pour les soignants, à tous les niveaux pour décliner la démarche d'accompagnement et de soins palliatifs. Euh, mais il va falloir une très grande vigilance par rapport à l'allocation des moyens. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est pas gagné, mais il y a quand même un engagement du gouvernement qui fait que, et puis l'instance de réflexion, il y a eu la Convention citoyenne, il y a quand même le comité d'éthique nationale qui veille depuis des années à ce que on soit à l'écoute des besoins de la population en termes de soins palliatifs, d'accompagnement, mais également d'autres types d'approches. Voilà. Et je pense qu'on est sur il y a une marge de progression, mais il va falloir être très vigilant pour que les moyens soient alloués là où ils doivent être alloués. Et il faut que les ARS s'engagent très fortement
mais également qu'on aille chercher la ressource sur le terrain, c'est-à-dire auprès des collectivités locales, auprès des mairies, auprès d'une mobilisation du territoire, pour que les deux dynamiques se rejoignent, à la fois une déclinaison qui viendra du ministère de la Santé, des ARS, que les ARS s'engagent et respectent la feuille de route, et également qu'au niveau du terrain, en lien avec les médecins généralistes, bien sûr, toutes les associations d'aide à domicile, les élus, les usagers. Il faut qu'on ait une vision très très large. Donc ça, c'est un peu une révolution hein, dans la façon d'aborder les soins d'accompagnement, j'insiste sur ce terme, et les soins palliatifs. Mais oui, c'est une dimension en plus tellement globale qui n'est pas que médicale, donc il faut aussi impliquer tout le monde au niveau C'est un société. engagement social, sociétal, et l'accompagnant peut être le voisin, c'est pas forcément le père, le fils, la mère, c'est tenir compte de l'environnement de la personne qui est en situation je dirais, palliative. Après, c'est un sujet complémentaire, hein, mais soins palliatifs, fin de vie, voilà, on peut pas dire que la fin de vie, c'est les soins palliatifs et que les soins palliatifs, c'est la fin de vie. Voilà, c'est un peu plus complexe que ça, mais je dirais que l'approche de fin de vie est une démarche d'accompagnement et à un moment donné de soins palliatifs. Voilà. Euh, Ma dernière question, alors en quelques mots, parce que c'est un sujet très large, je n'ai pas non plus obligé de répondre, mais tu as dit soins palliatifs fin de vie, tu disais dans l'instance, dans le comité de réflexion, il y avait aussi la Suisse, moi j'entends aussi du coup Suisse, Belgique, c'est pour faire très simple le suicide assisté. Est-ce que c'est un sujet qui est abordé? Je sais qu'aussi au niveau société, il y a une question qui se pose, on n'y va pas du tout. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? c'est un questionnement. Pourquoi c'est un questionnement? Parce que le Comité national d'éthique a bien prouvé que la population française exprimait, de façon assez rare, mais l'exprimait quand même fortement, un certain besoin, une autre approche que les soins palliatifs. Alors, on sait que les demandes d'euthanasie sont généralement des besoins criants exprimés de soins palliatifs qui ne sont pas prodigués. Donc, dès lors qu'il n'y a, vraiment pas assez de soins palliatifs sur le terrain en France, et dès lors que les soins palliatifs sont mis en œuvre de façon adéquate, la plupart des demandes d'euthanasie, de suicide assisté ou autres disparaissent. Mais il faut savoir que certes, les professionnels entendent un certain nombre de besoins qui sont rares mais qui existent, qui, malgré des soins palliatifs poursuivis, prodigués de façon très adaptée et un accompagnement vraiment maximal, les études de besoins à la population prouvent qu'il y a une demande d'une autre approche. Voilà. Après, moi, je ne veux pas entrer dans le détail parce qu'il y a assistance au suicide, suicide assisté, euthanasie. C'est extrêmement important d'avoir des définitions particulièrement bien définies, enfin, précises, parce que l'un ne remplace pas l'autre et qu'il y a vraiment un sens de chaque type de possibilité. Mais il est certain qu'au jour d'aujourd'hui, il y a débat autour d'une aide, une aide à mourir. C'est un débat un peu sans fin de toute façon parce que ça amène Il des questions éthiques, les questions de consentement jusqu'au bout quand il y a des troubles, quand il y a... Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un sujet terrible, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi cette approche de se dire que si déjà il y a suffisamment d'accompagnement en soins palliatifs qu'on est capable d'apporter une qualité de vie, on va dire, décente, raisonnable, oui, probablement que... euh, ça va impliquer qu'il y ait moins de demandes pour une euthanasie, un suicide assisté, ou en tout cas, voilà, parce que on peut imaginer que voilà, le besoin s'estompe un peu dans la mesure où la qualité de vie est meilleure. Oui, d'ailleurs, une personne qui souffre, qui a des douleurs même physiques maximales, peut être une personne qui demande l'euthanasie. Et dès lors qu'elle est soulagée de la douleur, cette demande Ah va oui, s'estomper. Mais moi, j'insiste sur le fait que mais pas que. Non, mais c'est sûr, il parce y qu'il a, y a d'autres paramètres.
Il n'y a pas que la C'est douleur. ça. Et puis, n'oublions pas qu'on a les patients ont des droits, les professionnels ont aussi des devoirs, et que certaines situations extrêmes, il en existe, on se doit de les reconnaître et d'essayer de trouver des solutions, une alternative éventuelle. Il y a un vrai sujet, et qui on est, nous, professionnels, pour penser à la place de l'autre, le malade. Moi, C'est sûr. j'insiste là-dessus parce qu'il faut arrêter de raisonner en tant que professionnel sur moi, je sais ce qu'il faudra pour mon patient. Merci pour cet échange. Donc, ça permet d'y voir un peu plus clair sur les soins palliatifs et puis voilà. Et puis aussi les soins palliatifs demain. Donc, pas avoir peur de s'engager et puis faire en sorte d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir accompagner au mieux les personnes qui peuvent en avoir besoin. Et une veille efficace pour que les déclinaisons et les financements arrivent aux bonnes cibles. Ouais, mais il y a tellement de sujets sur lesquels il faut que l'argent arrive au bon endroit que, mais c'est sûr que ça en fait partie, c'est sûr. Et puis on peut rattacher, tu l'as dit, à plein de sujets, que ce soit même la QVT et tout ça, parce que je pense que Oui, ces services de soins palliatifs, s'il n'y a pas les espaces d'échange dont tu as parlé, ben, ça devient aussi terrible d'y travailler, et puis bah, du coup, les gens s'en vont parce qu'ils vont craquer, tout à fait. et c'est une spirale négative là encore qui fait que on va Ouais. pas avancer correctement. Mais tu as raison que ces valeurs à défendre pour les soins palliatifs existent aussi dans les services de réa, aux urgences, dans des tas d'autres services de spécialité où il y a aussi des exigences qui sont vraiment nécessaires pour une bonne qualité de vie au travail également. Eh ben merci pour toutes ces infos. À bientôt. Merci à toi Arnaud. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.